Au sein de l'association Nord-Créa, donc je suis, on va dire, le porteur de projet de Plateau Fertile. C'est un tiers-lieu consacré à la mode et au textile et au design. Et il est implanté tout près d'ici à Roubaix, rue des Arts, dans l'hôtel Roussel. Et il a ouvert ses portes cette semaine. Donc c'est tout nouveau. Alors, dans ce tiers-lieu qui est ouvert uniquement donc aux professionnels, aux entrepreneurs de ville, c'est un lieu pour mutualiser les savoir-faire, les compétences. C'est aussi pour développer l'innovation entrepreneuriale, durable et responsable. Alors, comme activité, nous avons d'abord un Fab Lab pour, on va dire, mutualiser les équipements, c'est-à-dire que chaque créateur, par exemple, n'a pas les moyens de se payer toutes les machines, toutes les machines de confection. Donc, ça permet, on va dire, de pouvoir profiter d'un matériel performant pour coproduire, co-concevoir ces collections. On a aussi un atelier de customisation et d'upcycling. Alors là, c'est pour davantage permettre aux marques et aux enseignes d'expérimenter des nouvelles tendances de consommation, de faire des mini-séries avec une responsable d'atelier et sa petite équipe, pour pouvoir avoir beaucoup de souplesse dans la mise en place de ces expériences, ces nouvelles expériences. Il y a aussi un espace de coworking, et dans cet espace de coworking, ça permet de davantage partager, de travailler en réseau, et donc de développer son esprit innovant et d'y trouver plus d'inspiration. Voilà, donc à titre d'exemple, donc nous commençons avec Camailleux. Agathe Mouviel en a parlé tout à l'heure. Donc Camailleux souhaitait développer une expérience de customisation en ligne, et donc c'est Plateau Fertile qui va la produire, et cette expérience va démarrer donc sur le site de Camailleux le 4 juin. Alors, donc maintenant, nous allons donc accueillir les trois invités. Donc, pour partager des nouvelles tendances de consommation responsable. Alors, c'est acheter éco-friendly, être plus responsable dans ses achats, revendre ou louer ses vêtements, fabriquer soi-même ses vêtements. Donc, chacun, on va dire, pourra illustrer avec son expérience et sa structure chacun de ces points, et voir que les consommateurs, même si les grandes enseignes ont dit que les clients avaient des difficultés à les intégrer, eh bien on voit que émergent des nouveaux courants et qui sont porteurs d'avenir. Alors on va commencer donc par la cofabrication avec Elsa, qui va nous parler de son expérience dans sa nouvelle structure qu'elle a développée à Paris. Merci. Je peux avoir la main là-dessus ou... Alors bonjour à tous, je suis Elsa, la cofondatrice de la Textilerie. La Textilerie, c'est un peu un lieu hybride dédié au textile éco-responsable. Je l'ai fondée avec une autre personne qui s'appelle Alice Merle et qui est directrice de Modestime, qui est un atelier d'insertion par la couture à l'île Saint-Denis dans le 93. Donc ce lieu, on l'a ouvert il y a peu, en janvier 2018. Et le principe, en fait, c'est de réunir des activités un peu sur une logique de filière. Donc on a 3 activités. Un atelier de couture avec des cours principalement, une partie boutique où on vend des tissus et des produits éco-responsables, et enfin une recyclerie textile. Alors pour la partie atelier de couture, on propose des cours de couture, de patronage et des ateliers autour de pratiques textiles, des cours qui sont payants.
Et à côté de ça, on a des animations gratuites autour de la réparation de vêtements. Et quand l'espace n'est pas occupé par ces cours ou par ces animations, on le propose en location pour des créateurs, pour des amateurs qui peuvent utiliser donc toutes les machines que nous avons. On a également une partie boutique avec une sélection de tissus en coton biologique certifié GOTS et une sélection de créateurs qui sont dans une démarche éco-responsable. Donc en ce moment, on est pas mal attaché aux créateurs qui récupèrent de la matière. Donc on a par exemple les coussins de la tête dans les nuages qui récupèrent des toiles de montgolfière, des créations de Modestime, mais aussi on a les petites culottes au lit qui sont faites en coton bio. Et enfin la troisième partie, et qui représente vraiment l'aval de cette filière textile, qui est la partie recyclerie. Anaïs tout à l'heure expliquait ce qu'est une ressourcerie, et nous on est spécialisé dans le textile, c'est-à-dire que les gens nous apportent tout ce dont ils ne veulent plus, linge de maison, vêtements, fils, etc. Et nous on trie. Il y a une bonne partie qu'on revend à la textilerie à bas prix, c'est-à-dire entre 1 et 20 euros, le prix moyen doit être de 7 euros. Une autre qu'on donne à des associations dans le cadre de vestiaires solidaires qui ont lieu une fois par semaine. Puis enfin, il y a une partie qu'on va réutiliser dans les cours ou qu'on va donner à Modestime pour qu'ils en fassent de nouveaux produits. Et puis ce qu'on peut pas valoriser, on le donne au relais. En fait, cette logique de filière, elle est intéressante sur plusieurs points. D'une part parce que les activités, elles se nourrissent mutuellement. Par exemple, pour nos cours de couture, on essaie d'utiliser de la matière qu'on nous a apportée dans la recyclerie. Et puis aussi parce qu'elle interpelle en fait le public. Et une des questions qu'on nous pose fréquemment, mais c'est quoi? Vous faites quoi ici? Et puis du coup, ça suscite pas mal de questions et une discussion. Ah, et les vêtements, qu'est-ce que vous en faites? Ah, et le tissu bio, qu'est-ce que c'est, etc. Et donc, ce sont en fait ces activités des outils de sensibilisation, et notamment les cours de couture. Parce que quand on apprend à coudre, on se rend compte de la valeur d'un vêtement, et puis on commence à s'intéresser au fil, donc c'est un bon outil de sensibilisation. Et puis l'autre chose importante dans l'imbrication de ces activités, c'est que ça permet de répondre à différents types de demandes et surtout différents types de clients. On a la clientèle des cours de couture, où là on peut avoir des motivations variées, des personnes qui sont à la recherche d'un loisir créatif, comme d'autres qui sont dans une démarche plus militante ou une envie de consommer autrement. Voilà, donc on a également dans ces cours de couture une variété de profils, mais c'est quand même des gens qui ont envie de faire. Mais justement, ce qui est intéressant, c'est qu'avec la partie boutique et notamment de créateurs, on peut aussi toucher des gens qui n'ont pas forcément envie de faire, mais qui ont besoin de s'habiller ou de faire plaisir, qui sont sensibles à l'idée de le faire de façon respectueuse. Et on sent vraiment l'appétence des personnes pour tout ce qui a trait à l'upcycling. Il y a un côté ludique, magique, voilà, de se dire ah ça c'était des toiles montgolfières, ah ça c'était des chemises d'hommes tachées, etc. Et puis enfin, le point important, c'est la recyclerie, car c'est vraiment ce qui nous permet de toucher une clientèle très large, parce que comme on est sur des bas prix, c'est un vrai lieu de mixité sociale, et en plus de ça, ça répond à un besoin qui est très fort, qui est le besoin de réemployer en fait de la matière. Et en plus, j'ai l'impression que le fait de s'habiller de seconde main, c'est une pratique qui se développe notamment chez les jeunes. On a pas mal de clients jeunes qui aiment se bricoler des styles avec des vêtements de seconde main et des créations neuves. Voilà. Alors, je vais te poser une petite question quand même. Après 5 mois de démarrage, qu'est-ce qui, pour toi maintenant, avec ce recul, qui va rendre ton activité rentable? Alors 5 mois, c'est un petit peu court pour répondre de façon définitive à cette question, mais en tout cas, je crois que le pari qu'on a fait d'avoir un business model qui repose sur l'imbrication de ces activités, donc de la vente de cours de couture, de la vente de produits et de tissus éco-responsables à un certain prix, et la partie vêtements de seconde main à bas prix. Voilà, c'est cette structuration sur ces 3 sources de revenus qui peut faire que la structure soit à l'équilibre. Voilà, donc maintenant, on va voir le shopping éco-friendly, et on va demander à Pierre Malaviel, donc le fondateur de L-Market, la boutique à Lille de produits éco-conçus, de nous en parler. Bonjour à tous. Alors, cofondateur. On est deux, moi et mon épouse, à avoir créé la structure. Alors, on m'a dit de faire vite, parce qu'il n'y avait pas beaucoup de temps. Donc, d'habitude, je pose une question. Cette fois-ci, je vais répondre à la question à votre place, si vous m'en voulez pas. Donc, en général, je pose la question aux gens, quand je fais une intervention, en leur demandant ce qu'ils ont fait le matin.
La plupart des gens me racontent qu'ils ont pris leur petit déjeuner, ils se sont lavé les dents, ils ont pris une douche, ainsi de suite. Et il y a une chose que vous avez fait ce matin, peut-être même il y en a qui l'ont fait juste avant de venir après, peut-être qu'il y en a qui le font quand ils vont en soirée, il y en a qui vont quand ils vont faire du sport, ainsi de suite, vous êtes déguisés. Vous êtes déguisés, puisqu'aujourd'hui, enfin plutôt avant, quand on avait des vêtements, on avait déjà peu d'habits. On avait l'habit du dimanche, qu'on gardait pour les grandes occasions. On avait l'habit de travail, un ou deux en général. On essayait de les rapiécer. On achetait du tissu, on savait d'où venait le tissu, comment il était fabriqué. On allait voir une couturière qui faisait les vêtements. Avec les chutes des vêtements, on faisait un deuxième vêtement pour notre fils ou notre fille. Puis, avec les chutes de vêtements, on faisait une ceinture ou un foulard, ainsi de suite. On savait qui l'avait fabriqué, d'où ça venait. On avait peu de vêtements, c'était assez fonctionnel. Aujourd'hui, c'est plus le cas. Aujourd'hui, vous vous déguisez. Moi, quand je suis venu, on m'a dit il faut faire une intervention. Je dis bon, je vais mettre une belle cravate, un beau pantalon, voilà. Sinon, je peux venir en t-shirt. Je peux mettre un survêtement pour le week-end. Je peux être en short. Vous pouvez choisir la couleur que vous voulez mettre. Vous pouvez choisir en fonction de votre humeur, des gens que vous allez rencontrer, de la période. Vous déguisez. Donc, ce droit que vous avez de pouvoir aujourd'hui vous déguiser, c'est une première dans l'histoire de l'humanité, depuis à peine, on va dire, une quarantaine d'années, même pas. Ce droit qu'on a de se déguiser, il implique aussi des devoirs. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on peut plus se cacher les yeux en disant « je m'habille comme je veux, peu importe d'où viennent mes vêtements ». La catastrophe du Rana Plaza, qui s'est déroulée, là on a fêté l'anniversaire le 24 avril dernièrement, nous rappelle aussi dans quelles conditions sont fabriqués nos vêtements. Aujourd'hui, il y a une mondialisation, c'est-à-dire qu'avant, comme je disais, c'était local. On avait du tissu local, du lin par exemple, on savait qui l'avait conçu. Aujourd'hui, le coton peut être produit en Afrique, il part en Asie pour être fabriqué. Peut-être que la teinture a été faite en Turquie et ensuite le produit va être vendu en France sous une marque américaine. On a aussi ce qu'on appelle la fast fashion, que vous devez connaître. Le principe, c'est de consommer au maximum. Toutes les semaines, on a 30 ou 40 nouveautés qui arrivent dans les magasins. Le but, c'est que les gens reviennent. Sauf que c'est pas durable, ça tient pas, et après les gens trouvent que c'est pas quali. Donc, cette responsabilité aujourd'hui qu'on a à l'achat, elle peut plus être ignorée. On doit avoir conscience de l'éthique qu'il y a derrière les produits qu'on a. Nous, quand on a démarré il y a 12 ans, l'éthique, c'était entre guillemets facile. C'était commerce équitable bio. C'était les grandes tendances au début on va dire au cours des années 2000. Donc, on avait des produits qui étaient issus du commerce équitable, coton, commerce équitable et bio, fabrication, commerce équitable. Depuis 2-3 ans, les éthiques, elles se sont démultipliées. On a parlé du Made in France, on a parlé du local, on a parlé des véganes, on parle des zéro déchets, on parle de toutes sortes d'éthiques qui sont venues en plus, des éthiques qui, des fois en plus, viennent se contredire. J'ai des fois des personnes qui sont véganes, qui viennent en boutique, et avec qui on discute de la condition animale, et qui viennent avec un t-shirt Adidas. J'en ai d'autres qui me disent non, moi je veux du bio à tout prix, mais qui vont en supermarché, qui l'achètent emballé en plastique. Il y en a d'autres qui disent moi c'est zéro déchet. Zéro déchet, ils prennent leur voiture pour aller à la boutique zéro déchet à 20 km de chez eux. Alors est-ce qu'ils ont tort ou ils ont raison? C'est une première porte d'entrée. C'est-à-dire que le produit parfait qui est bio, éthique, local, qui permet de remettre des personnes en insertion, qui respecte la cause animale et qui est zéro déchet, il n'existe pas encore. En tout cas, nous, on l'a pas trouvé. Donc on essaye, nous, de rechercher ces produits et rechercher les portes d'entrée pour pouvoir avoir ces produits. On a par exemple des sacs qui sont fabriqués dans le Maine-et-Loire, qui sont issus de chutes de cuir récupérées. C'est Claire Batadière qui fait ça, on travaille depuis 12 ans avec elle, Fifil. Elle fait de la réinsertion, elle récupère des chutes de cuir, et c'est du local, enfin c'est fabriqué en France. Par contre, c'est du cuir. À côté de ça, on a une marque qui s'appelle Matenat, qui est une marque végane, qui, elle, réutilise des bouteilles de plastique recyclées pour faire un simili-cuir qui est de très bonne qualité et faire les vêtements. Donc, l'éthique, elle est multiple aujourd'hui. Et nous, on essaye de proposer justement différents types d'éthiques. L'éthique, elle peut être sur les vêtements, elle peut être aussi puisque nous, on vend aussi de la déco, de l'art de la table, de mode, accessoires, on est assez large. Donc, elle peut être aussi dans la maison. Pareil. Avant, quand on avait une déco de maison, elle était assez simple. C'était la photo de la grand-mère, c'était la vaisselle qu'on récupérait, la poêle, la casserole. Aujourd'hui, vous changez tous les X. Pareil pour votre décoration. Ah ben non, on va changer la table, on va changer ceci. Hop. Ça ne marche plus. Ah si, ça va. Alors quand je dis nous, moi et mon épouse juste là. Alors moi, je suis pas issu d'école de commerce. Moi là-bas, je suis géomentaliste.
Donc le commerce, je connaissais pas. Je connaissais que la partie environnementale et je cherchais un métier qui puisse être lié à cette éthique. Mon épouse, elle est colombienne, elle est ingénieure marketing social et elle a travaillé à la Ligue des droits de l'homme à Bruxelles. C'est là où on s'est rencontrés d'ailleurs. Et on a essayé de créer une entreprise, une structure dans laquelle on puisse allier le social, l'environnemental et qu'on puisse en vivre, donc le côté économique. On a essayé aussi de créer une structure qui soit pas, on veut pas donner la leçon, on veut montrer l'exemple. C'est-à-dire on dit voilà, on n'est pas parfait, on peut avoir des défauts, on essaye de progresser. En tout cas, on essaye de proposer des produits pour d'abord les gens qui viennent en boutique les trouvent beaux et ont envie de les acheter, ils ont envie de les avoir pour eux. Et en plus derrière, ils vont pouvoir commencer à remarquer qu'il y a une histoire. Comment il est fabriqué, où il est fabriqué, quels produits ont été utilisés. Il y a toute une traçabilité là-dessus. Mais on cherche d'abord à attirer les personnes justement par la qualité et la beauté des produits. On va avoir dans la mode donc des marques que vous connaissez peut-être, Veja, Fago, Fifi, l'Hermès Angel. On va avoir aussi dans l'art de la table des bouteilles en verre, de filtrage charbon, de la vaisselle en fibre de bambou. Et on a un rayon aussi enfant avec d'autres marques. On essaye aussi que ce qu'on fait là soit aussi transversal, c'est-à-dire que notre énergie elle vient d'Enercop, nos financeurs ils sont éthiques. On travaille depuis la première saison avec la Fashion Revolution, en tout cas on essaye de promouvoir ça tous les 24 avril. On a des groupes comme la PES ou le Move dans lesquels on est partenaire. Et voilà, et ça c'est toute l'équipe. Aujourd'hui on est 6, on est 7 au total aujourd'hui. Voilà, merci. Voilà, donc maintenant on va voir donc la troisième expérience. C'est une expérience d'un site de location de vêtements et on va laisser Camille Cuvelier en parler, qui est la directrice des opérations du site. Bonjour à tous. Alors moi je vais vous présenter les Cachetières. Donc la fondatrice est Agathe Cuvelier qui a pas pu être là aujourd'hui et moi en fait je suis la directrice des opérations et je suis arrivée chez les Cachetières en septembre. Donc les Cachetières c'est un site de location de vêtements qui est né en fait d'un constat, celui que 72% des femmes portent moins de la moitié des vêtements qu'elles possèdent. 83% des femmes portent 1 à 2 fois seulement une tenue achetée à plus de 250 €. Donc les cachetières disent bye bye aux anciennes façons de consommer la mode. C'est pour ça qu'on a créé un immense dressing collaboratif. Donc le concept est simple. Donc c'est de la location de vêtements chics entre particuliers. Donc d'un côté, on a des propriétaires qui nous confient les tenues qu'elles portent peu ou pas, et elles perçoivent une commission de 30% à chaque location. Et de l'autre côté, on a nos locataires qui louent ces tenues pour 5 à 10% de leur prix neuf. Alors. Donc la promesse des cachetières, c'est d'avoir un stock centralisé qui permet d'assurer un service premium. Une sélection pointue des modèles et un prix moyen de location de 30 € pour 4 jours, avec le pressing et le transport aller-retour compris. Donc on va prendre un exemple, on a cette robe bâche de la collection été 2017, donc sa valeur neuve c'est 450 € et son prix de location chez les cachetières 30 €. Avant les cachetières, avec cette robe bâche achetée 450 € et portée 2 fois, le port de la robe revient à 225 €. Avec ces mêmes 450 €, c'est 13 tenues louées pour 4 jours. Donc les cachetières, c'est plus de mode, plus souvent et pour moins cher. Il existe plusieurs acteurs sur le marché. Notre stratégie de différenciation par rapport à ces acteurs, c'est qu'on est les seuls à centraliser un stock qui provient de particuliers. Donc on n'a pas d'achat de stock, on a plus de choix et des nouveautés en permanence. La centralisation du stock nous permet un service irréprochable qu'on ne pourrait pas proposer si on mettait en relation nos clients. On propose également la livraison en moins de 24 heures, l'essayage à domicile et le remboursement des articles qui ne sont pas portés. On a des tarifs qui sont beaucoup plus accessibles parce qu'on a un prix moyen de 30 € pour 4 jours, comme je vous disais juste avant. Donc quelques résultats aujourd'hui. Donc les cachetières, ça a 3 ans. On a fêté les 2 ans du site en mars. Aujourd'hui, on a plus de 2000 clientes, plus de 700 propriétaires, une communauté de plus de 50 000 personnes et un taux de satisfaction de 97%. Les cachetières répondent à une tendance de fond. Aujourd'hui, on a une réelle émergence d'un nouveau modèle de consommation, le stop fast fashion et la volonté d'engagement durable.
On se rend compte également que les grandes marques s'y mettent. Les Galeries Lafayette notamment ont réalisé un partenariat avec un acteur de la location et plusieurs grandes marques sont en train en fait de réfléchir sérieusement à la location. Voilà, merci beaucoup. Voilà, Madeline, je pense qu'on a tenu le planning. Hein. Ce qu'on peut dire quand même, c'est que ces tendances émergentes se développent rapidement, hein, et qu'il faut s'y préparer, elles vont se développer encore bien davantage, et qu'il faut que chacun d'entre nous s'y prépare. Sinon, comme on l'a dit dans une étude, dans une précédente table ronde, eh bien, les clientes vont quitter les marques qui se préparent pas, et voilà. Hein. Je crois qu'on peut l'applaudir et les applaudir encore parce que ils ont relevé le challenge. Je pense que c'était vraiment intéressant.